Bonsoir à tous, très heureuse de vous retrouver en ce week-end de Grand Prix historique à Monaco. C'est d'ailleurs cet événement qui constituera l'ossature principale de ce journal. Nous reviendrons sur la parade en hommage à Ayrton Senna qui a eu lieu en milieu de journée entre la matinée et l'après-midi de course, alors que paraît également un livre intitulé Éternel Senna. Il a été présenté hier à l'hôtel Métropole. Nous avons rencontré un passionné de belles voitures historiques également, pilote à 16 heures, mais surtout comédien qui a contribué au succès de la série Grey's Anatomy, Patrick Dempsey. 3 pilotes monégasques sont engagés dans ce Grand Prix historique. Après avoir entendu hier Nicolas Mathil, nous serons aujourd'hui avec Fabrice Notary et Frédéric Lajoux, qui ont tous deux couru dans la même série. Portrait d'un aventurier ensuite, Nicolas Toscan, originaire de Monaco, s'est lancé dans d'incroyables défis avec sa bande d'amis sous la bannière de l'association Wolfpack Sport Team. Ils reviennent tout juste du Spitzberg. Et puis la chronique des US mettra en lumière l'association Al Horter qui vient de nouer un partenariat avec la fondation de la princesse Charlène. Le circuit monégasque a été le théâtre aujourd'hui encore d'un très beau spectacle. Des monoplaces historiques se sont livrées bataille dans leurs catégories respectives. De superbes images pour les passionnés d'automobile qui ont vu toute l'histoire de la Formule 1 défiler sous leurs yeux et même ses heures les plus sombres. 30 ans après la mort de l'un des plus grands pilotes de Formule 1, un hommage lui a été rendu aujourd'hui, Christophe Pacaud. Et ce pilote, c'est Ayrton Senna. Oui Patricia, beaucoup d'émotions ce midi, évidemment ici à Monaco, en hommage à Ayrton Senna. Personne ne peut l'oublier, ce tour magique, que ce soit aux essais, cette remontée fantastique contre Alain Prost, tout le monde s'en souvient dans les années 80. 6 fois champion ici à Monaco, l'équilibriste, le funambule Ayrton Senna qui a perdu la vie contre le mur de Tamburello en Émilie-Romagne sur le Grand Prix d'Imola. C'était le 1er mai 1994. On a ressorti toutes ces voitures, là où il a triomphé bien sûr, notamment la McLaren, la Lotus, pilotée par son grand ami Thierry Boutsen, et encore son premier karting quand il avait 17 ans et champion d'Amérique du Sud avant de faire sa carrière en Europe puis revenir dominer le monde entier. Tout le monde a pensé à Ayrton Senna, grande accolade entre le souverain, le prince Albert II et Bruno Senna, le neveu d'Ayrton Senna, tout de noir vêtu et le casque bien sûr aux couleurs du Brésil, jaune et vert. Émotion intense, je vous le disais ici, entre plusieurs séances, plusieurs séries de qualifications, toujours aussi spectaculaires sur le circuit de Monaco, avec 8 catégories qu'on retrouvera demain dès 8 h, avec une seule femme dans la première catégorie qui a signé tout simplement le meilleur temps, Claudia Urdgen, qui a signé donc la pole position. Claudia Urdgen, merveilleuse, qu'il avait emportée il y a 2 ans. Elle sera donc la seule femme devant 25 autres voitures pour l'une des premières manches demain matin. Des séries, des épreuves, toutes les heures à vivre bien sûr en direct sur Monaco Info avec la compétitivité de l'Automobile Club de Monaco. On suivra nos monégasques, bien sûr, ils sont 3. Je pense à Nicolas Mathil qui a terminé quand même dans cette phase de qualification 9e en série D, 13e en série F. Et puis Notary et Lajoux, eh bien c'était quand même formidable de retrouver nos monégasques dans la même série, la série E. Lajoux fait 8e, Notary 17e. On n'oublie pas qu'on retrouvera aussi des grands noms, ceux qui sont déjà imposés à Monaco, comme notamment Michael Jones ou encore Marco Werner ou Stuart Hall ici, devant ces pilotes qui sont animés par une seule passion, l'automobile, depuis l'après-guerre jusqu'à nos jours, ou presque bien sûr pour ce Grand Prix Monaco historique. Merci Christophe, nous vous retrouverons demain aux commentaires avec Franck Phillips. Toutes les courses de la journée seront diffusées en direct sur notre antenne. Christophe l'a dit, parmi les pilotes engagés aujourd'hui, il y avait 3 monégasques et ils n'ont pas démérité. Je vous propose d'écouter tout d'abord Frédéric Lajoux qui a réussi une belle performance en terminant 8e de sa série. Beaucoup mieux que hier en essai libre où on était nulle part. La voiture était vraiment très mal réglée. Donc on a beaucoup travaillé jusqu'à tard hier soir pour refaire un setup qui me convienne beaucoup mieux et puis qui rende la voiture un peu plus, je ne veux pas dire facile, mais en tout cas plus sûre à conduire. Et donc du coup avec une voiture où on est plus en confiance, on arrive à beaucoup plus attaquer. Et j'ai mis tout ce que j'avais et je suis dans les objectifs que je m'étais plus ou moins fixés puisque je voulais rentrer dans le top 10. Je crois que c'est ce que j'ai réussi à faire. Sous réserve de vérification, mais je pense que c'est ça. Il paraît que c'est votre dernière course, est-ce que c'est vrai? Alors, en F1 peut-être, pas ma dernière course dans l'absolu, puisque je continue à faire le championnat de Formule 3, français et européen. C'est pas parce qu'on vieillit qu'on s'arrête, c'est si on s'arrête qu'on vieillit. Donc j'ai pas l'intention de m'arrêter. Et pour ce qui est de la Formule 1, oui, a priori, ça pourrait être la dernière. Après, il faut jamais dire jamais. Ah bah, de toute façon, même si je cours pas, je viendrai toujours les voir.
Pour Fabrice Notari, conseiller national avec la casquette de pilote, c'est une première, la Formule 1. Il s'est confié à Alban Gingembre et Alexandra Marangoni. Mieux qu'hier, parce qu'hier j'ai eu un problème de frein, il y a une durite qui s'est débranchée et j'ai eu la pédale qui est descendue au fond à Mirabeau, heureusement. J'ai pu prendre l'échappatoire. Après, le temps que je répare, la séance était terminée. Donc aujourd'hui, j'ai pu tourner, donc je suis déjà content. C'est ma première expérience en Formule 1. J'avais déjà roulé ici en Formule 3, mais jamais en Formule 1. Donc je suis content de l'avoir fait déjà. La voiture n'est pas cassée. Bon, à la fin, elle était un peu montée en température, donc j'ai dû aussi m'arrêter. Et on va régler tout ça pour demain et pour la course. Voilà. Alors, première fois, c'est très important parce que je suis né à Monaco, bien sûr. Donc je voyais Gramil partir le matin, il allait faire sa course. Et là, je suis revêtu avec sa combinaison, sa voiture et tout. Donc c'est vraiment un rêve d'enfant qui se réalise. J'ai attendu quelques années, mais voilà, on y arrive. Et le spectacle aujourd'hui n'était pas seulement que sur le circuit, dans l'espace VIP. Il y avait du beau monde et un certain Dr Mamour, comédien, pilote. Patrick Dempsey, très disponible pour répondre aux questions du binôme Alban Gingembre et Alexandra Marangoni. The Monaco Grand Prix is like probably one of the most important races in the world. It's part of the big three. You have Monaco, of course, you have Le Mans, and then the Indy 500. But this weekend is particularly special because you get to see the history and the history that's out on the track and the sound. It's just so electrifying. It goes through your whole body. And it was a great way to wake up this morning at 8:15. I had an opportunity yesterday with Eddie Irvine to go around in the 911, which was really quite special. It was just extraordinary. And to think how they navigate the course at the speeds they're going today versus when it started in 29, it's extraordinary. Nous évoquions au début de ce large chapitre consacré au Grand Prix historique l'hommage à Ayrton Senna. Hier, les journalistes Daniel Ortelli, Thomas Volok et le photographe Dominique Leroy étaient à l'hôtel Métropole pour présenter leur livre Éternel Senna. Théo Schumer et Hugo Comasa les ont rencontrés. Percer les derniers mystères d'une légende en guise d'hommage, voilà l'ambition de ce grand format, paru le 24 avril dernier aux éditions Glénat. Remonter le fil de l'histoire était un travail nécessaire pour saluer la mémoire d'Ayrton Senna, l'un des plus grands de la Formule 1 qui continue de marquer les esprits 30 ans après son décès. C'est vrai qu'il fallait rendre hommage à ce champion qui a quand même bien régné sur la principauté de Monaco pendant des années. On a essayé de faire en sorte que le projet soit harmonieux et qui corresponde bien à ce qu'on voulait, parce qu'on voulait faire un livre pour les passionnés de Formule 1. Et on est content du résultat parce que c'est un livre qui parle, je pense, de ses résultats sportifs, mais aussi du personnage, de l'homme qui était Ayrton Senna. Parce que derrière les pilotes en combinaison, il y a bien plus que des pilotes, il y a aussi des hommes. Éternel Senna, c'est 224 pages qui retracent les 10 dernières années du mythe brésilien, de son accession à la Formule 1 en 1984 jusqu'à son tragique accident le 1er mai 1994 sur le circuit d'Imola, en passant bien sûr par ses 3 titres de champion du monde. C'est un espèce de grand puzzle avec plein de morceaux différents qui se rejoignent les uns les autres comme par enchantement. Et donc il y a beaucoup de photos, il y a plus de 200 photos incroyables faites en argentique au siècle dernier par Dominique Leroy. Et puis il y a plein de petits textes qu'on a bricolés avec Thomas, qu'on a mis à droite à gauche, des portraits, des interviews, des anecdotes, des comptes rendus de course. C'était important parce qu'on se rend compte à chaque année qui passe et chaque anniversaire, il y a eu les 20 ans, les 25 ans, les 30 ans, que Senna, sa trace est de plus en plus profonde dans l'histoire de la F1. Que les gens ont encore plus envie qu'avant de savoir qui il était, pourquoi il gagnait, etc. Et on a apporté quelques réponses à ces questions dans ce livre, modestement, mais on est très fiers du résultat. Qui était l'homme derrière le pilote? Quels étaient ses rituels? Comment est-il entré dans la légende? Éternel Senna livre les derniers secrets d'une histoire humaine et riche qui a marqué les cœurs et les esprits des amoureux de la monoplace. Ayrton Senna est mort, mais la légende est éternelle. Ils sont jeunes et ont entrepris de se lancer dans des défis sportifs à travers le monde et de préférence à très haute altitude. Les membres de l'association Wolfpack Sport Team rentrent tout juste du Spitzberg. L'un d'entre eux est notre invité. Bonsoir Nicolas Toscan. Bonsoir Patricia. Votre moteur, c'est l'aventure ? Ouais, c'est ça. Toujours animé par l'aventure, le défi de manière générale et la nature. Alors aujourd'hui, on vous entend, on vous voit vous, mais il y a toute une équipe autour de vous. Est-ce que vous pouvez nous la présenter ?
Ouais, c'est ça, on est toute une équipe à partager ces moments ensemble. Donc là, sur cette dernière aventure, on était 7. Donc Eric Cansemi, qui est le président de l'association Wolfpack Sports Team, Benoît Martin, qui est un peu la pierre angulaire de tous les projets, qui s'occupe vraiment de la logistique, Julien Trossello, qui lui s'occupe vraiment de toute la partie matérielle technique, Clément Ferry, Quentin de Sévelinge, Adrien Vassy et moi-même. Oui, beaucoup de noms qui parlent à Monaco et vous vous êtes donc lancé dans une série de sacrés défis. C'est ça, il y a quelques années en fait, pendant le confinement, on commençait un petit peu s'ennuyer et donc on s'est réunis et on s'est dit qu'on pouvait trouver des défis qui pouvaient nous permettre de nous réunir et permettre de rassembler autour de nous. Donc on a attaqué en 2021 avec l'ascension en Afrique du Kilimandjaro. Puis en 2022, on a fait la traversée de la Corse, le GR20. L'année dernière, on est parti en Argentine faire le sommet de la Concagua, c'est-à-dire que c'est le plus haut sommet d'Amérique. Et cette année, on est parti au Spitzberg, dans l'archipel du Svalbard, faire une expédition polaire de ski. Oui, on va y venir, mais comment cela se passe? Vous avez des métiers à côté? Comment se prépare-t-on pour de tels exploits? Vous avez mentionné le Kilimandjaro, vous l'avez gravi en 6 jours quand même. C'est ça, on avait fait le Kilimandjaro en 6 jours il y a 3 ans. Ben, en fait, ouais, on a tous nos métiers sur Monaco, donc on est tous bien occupés. Mais on a la chance, vraiment, je le mets en avant, c'est pas lui qui nous représente aujourd'hui, c'est moi, mais c'est Benoît Martin qui est un peu notre moteur, qui lui est très débrouillard. Et nous, derrière, on a chacun nos petites spécialités. On vient pour aider dans l'organisation, mais c'est vraiment lui qui est derrière tout ça. Ouais. Et vous rentrez donc de ce que, alors vous appelez une mission de transition, mais c'était tout de même au Spitzberg et sur les pas du prince Albert Ier. Exactement, ouais, on appelle ça une mission de transition pour nous parce que c'est pas une mission qui a fait l'objet d'un sommet en haute altitude comme on a pu faire avec le Kilimandjaro ou la Concagua. Donc là on est resté au niveau de la mer et on est parti faire une expédition de ski pendant 8 jours où on a embarqué sur un bateau qui s'appelle le Kamak, un voilier de 25 mètres et tous les jours, donc pendant 8 jours, on s'est baladé dans les fjords au Svalbard, donc très proche du pôle Nord, pour débarquer chaque jour avec un Zodiac et aller faire du ski de randonnée et oui, parce que vous dites que ce n'est pas un coin. Sommet, mais tous les jours, c'est à peu près 10 km de montée pour ensuite avoir le plaisir de redescendre à ski. Voilà, c'est ça, c'est des sorties entre 4 et 6, 7 heures tous les jours, où on va chercher les sommets les plus proches des fjords. Donc c'est entre 1000 et 1500 mètres de dénivelé positif tous les jours, pour après avoir le plaisir de descendre ces mètres qu'on a pu monter à ski. Ce n'est pas là-bas le lieu le plus touristique du monde, vous avez fait de belles rencontres, mais plutôt animales. Ouais, voilà, c'est un milieu qui est un petit peu hostile, hein, c'est vrai. Nous, pendant une semaine, on n'a pas vu un seul bateau. En dehors de notre groupe, on n'a pas eu de signes de vie humaine. En revanche, oui, on a eu pas mal de rencontres animales, des morses, des phoques, des petits renards, des rennes, beaucoup de rennes qui se baladaient sur la banquise et dans les montagnes, des traces d'ours, parce que l'ours polaire est très fréquent, hein, sur certains archipels. Il y a plus de 3500 ours polaires qui vivent encore aujourd'hui. On a eu la chance, on va dire, de ne pas en rencontrer, parce que ça reste un danger aussi l'ours polaire, mais donc beaucoup de belles rencontres et beaucoup d'animaux. Ouais. On l'a dit, un défi personnel, du plaisir aussi, hein, notamment lorsque vous pouvez redescendre à ski. Mais ce n'est pas un plaisir égoïste, hein. Il y a aussi une vocation solidaire dans toutes ces expéditions. Oui, exactement, hein. Nous, on fait ces expéditions sous la bannière du Wolfpack Sports Team. Donc c'est une association qui a pour but en fait de créer une communauté de personnes qui sont à même de venir nous accompagner, nous rencontrer et faire du sport ensemble, parce qu'on s'est rendu compte que la pratique du sport, elle était plus facile lorsqu'on était plusieurs, lorsqu'on était en collectivité et en communauté. Voilà, et donc on essaie vraiment de mettre ça en avant, la pratique du sport, et la pratique du sport
pour tous. Donc l'association fabrique et vend des articles de sport, des t-shirts, des bandeaux, et les bénéfices réalisés sur la vente de ces articles sont destinés à acheter du matériel pour les personnes à mobilité réduite pour qu'elles-mêmes puissent pratiquer du sport. Donc typiquement, l'association est propriétaire d'une joëlette qu'on prête aux organisateurs de courses, à d'autres associations ou aux personnes qui pourraient être en mesure d'avoir besoin d'utiliser ce type d'appareil pour pratiquer du sport ensemble. Et quelle est la prochaine étape pour vous tous ? Il y a un sommet en Alaska qui s'appelle le Denali, qui est le plus haut sommet d'Amérique du Nord, qui nous tente. C'est quelque chose qu'on fera un jour. Est-ce qu'on le fera l'année prochaine? Est-ce qu'on le fera l'année d'après? On ne sait pas encore. Merci Nicolas Toscan d'être venu partager vos aventures avec nous. C'est un plaisir. Merci beaucoup Patricia. Comme chaque samedi, nous allons nous rendre maintenant outre-Atlantique pour la chronique des US. Dans le cadre de son programme Sport et Éducation, la Fondation Princesse Charlène s'est récemment associée à 2 entités internationales qui ont des objectifs communs, le développement des enfants à travers l'éducation et le sport. En collaborant à présent avec l'association familiale Pierre de Coubertin en Europe et la Fondation Alerter aux États-Unis, elle prévoit de développer de nouveaux projets. Alexandra Pani, bonsoir. Vous êtes justement allée à la rencontre de la présidente de la Fondation Alerter. Bonsoir à vous. Oui, la Fondation Alerter s'adresse aux jeunes générations en leur proposant des programmes d'éducation culturelle et sportive. J'ai rencontré sa présidente, Cathy Horter. Got an appointment with Princess Charlene, and she loved what we were doing because it meshes so much with her foundation's ideals and goals. We're actually doing the Paris 2024, and we're going to be having an awards ceremony in May in Paris. They have just finished their projects, and we have, gosh, I think we have 400 and some students participating from 5 countries. Everyone loves the Al Order Foundation because of my husband, Al Order. He was the epitome of what the Olympics stand for, and we try and foster character and integrity, humility, fair play, excellence, all the Olympic ideals in our art programs that we create in schools across the nation and across the world. Just in case people don't know who Al Orter is, my husband, he was the first person to win 4 gold medals in 4 different Olympic Games and the only one to set Olympic records. He was never favored. And he just knew how to be at his best in competition. And that's what he did. And not that people feared him, but they respected him and they knew he was out there to win or to do his best. And he never competed against anyone. He just tested his own capabilities. Retour en plateau pour découvrir les grandes tendances de la météo pour la journée de demain dimanche. Bonsoir Théo Schumer. Bonsoir Patricia, bonsoir à tous. Demain, votre journée s'annonce nuageuse en principauté. Le matin, vous verrez apparaître quelques rayons de soleil, mais le ciel se couvrira progressivement l'après-midi. Pour ce qui est des températures, il fera en moyenne 16 degrés en matinée et 21 degrés au plus fort de la journée. Pour les plus téméraires, il fera aussi 15 degrés dans l'eau. Demain, vous souhaiterez une bonne fête au Achille. Merci Théo. Demain, un programme très riche sur notre antenne avec toutes les courses de la journée du Grand Prix historique à suivre en direct sur Monaco Info. Nous nous quittons avec la série de photos de fin d'édition dans les coulisses des répétitions de l'Orchestre Philharmonique avec le jeune pianiste Mao Fujita. À demain, 18h30 pour une nouvelle édition sur Monaco Info.